Bonjour esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit d'un homme qui a vu l'avenir s'embraser avant même que cela n'arrive. Un penseur souvent mal interprété, mais dont l'ombre se projette sur toute la politique moderne. Nous parlons d'Edmund Burke, le père intellectuel du conservatisme classique. Mais oubliez ce que vous croyez savoir sur ce mot. Burke n'était pas un défenseur aveugle du pouvoir, mais un philosophe de la prudence qui comprenait la fragilité de la civilisation. Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle afin de générer les images que vous voyez. Pensez-y comme à une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation historique littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous laissiez votre imagination s'envoler avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez et que ces images nous aideront à nous immerger dans le XVIIIe siècle. Pour comprendre Burke, nous devons d'abord nous situer dans son contexte. Il est né à Dublin en l'an 1729. L'Irlande était alors un lieu de tension religieuse et politique, et Burke a grandi en observant la complexité du conflit humain. Bien qu'aujourd'hui nous l'appelions conservateur, Burke était membre du parti Whig, le parti libéral de son époque. Il a défendu les catholiques irlandais et critiqué les abus de la Compagnie des Indes orientales. Il n'était pas un défenseur du tyran. Sa philosophie ne naît pas d'une haine du changement, mais d'une profonde méfiance envers la raison abstraite. Burke croyait que la société est trop complexe pour être comprise ou manipulée par un seul esprit humain, aussi brillant soit-il. Imaginez la société non pas comme une machine que l'on peut démonter et remonter, mais comme un organisme vivant. Un vieil arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol de l'histoire. Si vous coupez les racines, l'arbre meurt. C'est ici qu'intervient son concept fondamental, la critique du rationalisme politique. Au XVIIIe siècle, les Lumières promettaient que la raison humaine pouvait résoudre tous les problèmes et redessiner le monde à partir de zéro. Burke a dit « halte là ». Pour Burke, se fier uniquement à la raison individuelle est un acte d'arrogance. Il soutenait que la tradition n'est pas d'adorer les cendres, mais de préserver le feu. Les coutumes existent parce qu'elles ont fonctionné pour survivre à travers les siècles. Il a appelé cela préjugé, mais pas dans le sens négatif que nous utilisons aujourd'hui. Pour Burke, le préjugé est la sagesse latente accumulée par des générations. C'est un raccourci mental qui nous aide à agir moralement sans avoir à tout calculer à chaque fois. Si chaque matin nous devions déduire rationnellement pourquoi nous ne devons pas tuer ou voler, la société s'effondrerait. Nous avons besoin de ces habitudes, de ces règles non écrites que nous portons comme une seconde peau pour maintenir le tissu social uni. Cela nous amène à l'une de ces idées les plus belles et profondes, le contrat social. Rousseau et d'autres parlèrent d'un contrat entre les vivants pour former un gouvernement. Burke étend cette idée vers une dimension presque mystique et temporelle. Pour lui, la société est une association, mais pas une association temporaire pour commercer du poivre ou du tabac. C'est une association dans toute science, dans tout art, dans toute vertu et dans toute perfection. C'est un pacte sacré. Écoutez bien ceci, car c'est le cœur de sa pensée. Le contrat n'est pas seulement entre ceux qui vivent maintenant. C'est une association entre ceux qui sont morts, ceux qui vivent et ceux qui sont encore à naître. Cette vision fait de nous des gardiens. Nous ne sommes pas les propriétaires du monde, nous en sommes les dépositaires temporaires. Nous avons le devoir moral de préserver l'héritage de nos ancêtres et de le transmettre intact ou amélioré à nos descendants. C'est pourquoi Burke défendait la propriété privée et l'héritage. Non seulement pour des raisons économiques, mais parce qu'ils permettent aux familles de planifier à long terme, créant une stabilité et un sentiment d'appartenance qui transcendent la vie individuelle. Cela dit, cela ne signifie pas que Burke s'opposait à la liberté. Il aimait la liberté. Mais il distinguait entre une liberté ordonnée et vertueuse et ce qu'il appelait une liberté abstraite et débridée. La liberté sans sagesse et sans vertu est le plus grand de tous les maux possibles, disait-il. C'est une folie sans tuteur. Pour être véritablement libres, nous devons être capables de gouverner nos propres passions. Burke soutenait que les restrictions sur les hommes, leur liberté et leurs droits ne sont pas des choses opposées. Les restrictions font partie de leurs droits parce qu'elles garantissent que la justice puisse exister. Avant d'aborder sa grande bataille politique, nous devons évoquer son esthétique. Burke a écrit sur le sublime et le beau. Le beau est ce qui est doux, petit et délicat, et qui nous inspire l'amour et la relaxation sociale. Le sublime, au contraire, est vaste, sombre et puissant, comme une tempête dans l'océan ou une montagne immense. Le sublime nous inspire l'émerveillement et un certain type de terreur respectueuse qui nous fait ressentir notre propre petitesse. Cette idée esthétique se filtre dans sa politique. Les institutions anciennes comme la monarchie ou l'Église possédaient pour lui une qualité sublime. Elles inspiraient un respect révérencieux nécessaire pour maintenir l'ordre sans l'usage constant de la force.
Si nous retirons ce voile de mystère et de respect, si nous réduisons le roi ou le juge à de simples hommes faillibles, nous perdons l'autorité morale et alors l'État ne peut plus nous gouverner que par la peur directe et la violence. Et nous arrivons ainsi à l'événement qui a défini son héritage. L'an 1789. La Révolution française éclate. Alors que beaucoup en Angleterre célébraient la chute de la Bastille comme un triomphe de la liberté, Burke fut horrifié. Il vit quelque chose que d'autres ignoraient. Il vit que les révolutionnaires ne cherchaient pas à réformer un système corrompu, mais à tout effacer. Il voulait en faire commencer le calendrier à l'an 1, changer les noms des mois et abolir Dieu. Dans son chef-d'œuvre « Réflexions sur la Révolution en France », Burke lança une prophétie glaçante. Il avertit qu'en détruisant toutes les institutions intermédiaires, la Révolution se terminerait par un bain de sang et une dictature militaire. Son argument était que les droits de l'homme que proclamaient les Français étaient des abstractions dangereuses. À quoi bon avoir le droit métaphysique à la nourriture si vous n'avez pas de pain sur la table ni de fermier pour le cultiver? Burke préférait les droits des Anglais. Des droits hérités, concrets et spécifiques, nés de l'histoire et de la coutume, non d'une théorie philosophique inventée dans un café de Paris. Il critiqua férocement les intellectuels de salon qui croyaient pouvoir concevoir une société sur papier comme s'il s'agissait d'un bâtiment. La politique, disait Burke, doit s'adapter à la nature humaine et non chercher à la changer. La nature humaine est faillible, passionnée et limitée. Tout système qui suppose que les hommes seront toujours rationnels et vertueux est voué à l'échec. Nous avons besoin de freins et de contrepoids. Burke a prédit la terreur des années avant que la guillotine ne frappe. Il a dit que lorsque les restrictions morales traditionnelles sont éliminées, la volonté de pouvoir n'a plus de limite. Et il a vu juste de manière macabre. Plus impressionnant encore, il a prédit l'arrivée de Napoléon. Il a écrit qu'au milieu du chaos généré par la démocratie de masse, un général populaire émergerait pour restaurer l'ordre par l'épée et deviendrait le maître de la France. Il est fascinant de contraster cela avec sa position sur la Révolution américaine. Beaucoup se demandent comment il a pu soutenir les colons américains et condamner les Français. N'était-ce pas une contradiction? Pour Burke, ce ne l'était pas. Il voyait l'indépendance des États-Unis comme une révolution conservatrice. Les colons ne réclamaient pas de nouveaux droits abstraits, mais cherchaient à récupérer leurs droits traditionnels en tant qu'Anglais. Il disait « pas d'impôt sans représentation ». C'est un principe ancien de la loi anglaise. Burke voyait que le roi George III innovait en brisant cette coutume et que les colons ne faisaient que défendre le statu quo légal. En revanche, la Révolution française était une révolution d'innovation totale. Elle ne cherchait pas à restaurer un droit perdu, mais à créer un monde nouveau, déconnecté de tout précédent. C'était la différence clé. Cela nous amène à sa célèbre phrase « Un État sans les moyens de réaliser quelque changement est dépourvu des moyens de sa conservation ». Burke n'était pas contre le changement, il était contre le changement brutal. Le changement doit être graduel, organique et respectueux. Il doit être comme réparer un vieux château pendant que les gens continuent d'y vivre. Vous changez une pierre ici et là, mais vous ne démolissez pas les fondations. La prudence, c'est la vertu suprême du politique pour Burke. La prudence, c'est savoir que chaque action politique a des conséquences inattendues et que nous devons avancer avec des pieds de plomb. Burke nous enseigne à nous méfier des faiseurs de solutions universelles, à nous méfier de ceux qui disent avoir la formule magique pour le bonheur humain, si seulement nous leur donnons tout le pouvoir de l'appliquer. Sa défense de la religion est également cruciale. Burke voyait la religion comme la base de la société civile. Non seulement pour la théologie, mais parce qu'elle procure le réconfort et la moralité que la loi seule ne peut imposer. Si nous éliminons Dieu, disait Burke, l'homme devient un loup pour l'homme. La religion nous enseigne qu'il y a quelque chose de supérieur à notre propre volonté et cela modère notre égoïsme naturel. Burke valorisait également ce qu'il appelait les petites brigades. La famille, la communauté locale, l'église, la corporation, ces petites associations sont le lieu où nous apprenons à aimer et à être citoyens. L'amour de notre pays commence par l'amour de notre petite section de celui-ci. Personne n'aime son pays comme une abstraction géographique. Nous aimons nos souvenirs, nos voisins, nos coutumes locales. Le centralisme qui détruit ces petites brigades pour laisser l'individu seul face à l'État monstrueux était, pour Burke, le chemin vers la tyrannie. Un avertissement très pertinent pour le monde moderne. On lui reproche souvent d'être élitiste. Et c'est vrai, Burke croyait en une aristocratie naturelle. Il croyait que certaines personnes avaient plus de capacité, de vertu et de talent pour gouverner que d'autres. Mais attention, cette aristocratie ne devait pas être fermée. Lui-même était un homme nouveau qui avait gravi les échelons grâce à son talent. Il croyait en une méritocratie filtrée par le temps et l'éducation, non en une caste imperméable. Cependant, il craignait la démocratie pure des masses. Il croyait que la volonté de la majorité pouvait être aussi tyrannique que la volonté d'un seul roi.
La majorité peut décider de commettre des injustices terribles. C'est pourquoi il défendait la représentation. Le politicien n'est pas un coursier qui fait ce que disent les sondages. C'est un représentant qui doit utiliser son jugement et sa conscience, même si cela signifie aller à l'encontre de ses électeurs. Dans son célèbre discours aux électeurs de Bristol, il leur a dit « Votre représentant vous doit non seulement son travail, mais aussi son jugement, et il vous trahit au lieu de vous servir s'il le sacrifie à votre opinion. » Cette idée est impopulaire de nos jours, où nous nous attendons à ce que les politiciens soient des miroirs de l'opinion publique. Mais Burke nous rappelle que la politique exige spécialisation, étude et un caractère tempéré. Vers la fin de sa vie, Burke se sentit isolé. La Révolution avançait et ses avertissements semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Il mourut en 1797, craignant que la civilisation européenne n'arrive à sa fin. Il ne vécut pas pour voir sa pleine justification. Il ne vit pas la chute de Napoléon ni la restauration de l'ordre. Mais ses écrits devinrent la Bible de la résistance contre le radicalisme dans toute l'Europe. Son héritage est complexe. Il a été revendiqué par des conservateurs, des libéraux et même certains socialistes qui valorisent la communauté. Car Burke touche à des vérités fondamentales sur la condition sociale humaine. Il nous enseigne qu'il est bien plus facile de détruire que de construire, que la civilisation est un fragile vernis sur des instincts sauvages et qu'une fois que l'on brise les règles de la coexistence, le retour à la barbarie est rapide. Il nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un trésor que nous n'avons pas gagné nous-mêmes. Les libertés dont nous jouissons, l'ordre, la sécurité, sont des cadeaux de nos ancêtres, payés par leurs efforts et leur sang. Le mépris du passé est, pour Burke, une forme d'ingratitude. Et l'ingratitude est un vilain vice. Une société qui ne respecte pas ses morts se respectera difficilement elle-même. Burke nous invite à l'humilité, à accepter que nous ne savons pas tout, à comprendre que le monde n'a pas commencé le jour de notre naissance et que peut-être ces vieilles traditions qui nous semblent absurdes ont une raison d'être cachées. Dans un monde obsédé par la nouveauté, la disruption et la révolution technologique constante, la voix de Burke est une ancre. Il nous dit « Attendez, regardez avant de sauter. Pensez aux conséquences à long terme. Il ne s'agit pas de rejeter le progrès. Il s'agit de progresser sans perdre son âme, d'intégrer le nouveau dans l'ancien au lieu de le remplacer, d'être des jardiniers de la société au lieu d'ingénieurs. La métaphore du jardin est parfaite. Un jardinier taille, arrose et guide. Il respecte les cycles de la nature. Un ingénieur essaie de forcer la nature à obéir à ses plans. Burke choisit le jardin. Aujourd'hui, nous voyons une polarisation extrême. Nous voyons des groupes qui veulent tout brûler et repartir de zéro. Nous voyons l'érosion des institutions. Burke nous dirait que nous jouons avec le feu. Son concept d'imagination morale est vital. Nous devons imaginer l'autre non pas comme un ennemi abstrait, mais comme un voisin. Nous devons habiller le pouvoir de manière douce pour qu'il ne soit pas brutal. Burke défendait la chevalerie. Non pas les tournois médiévaux, mais l'esprit d'honneur qui fait que le fort protège le faible et que le pouvoir s'incline devant la justice. Sans cela, il ne reste que la loi de la jungle. Alors, que pouvons-nous apprendre de lui? Que la politique n'est pas de la théologie. Elle ne cherche pas le paradis sur terre. Elle cherche simplement à rendre la coexistence humaine tolérable et juste. Que la liberté requiert l'ordre, que le changement requiert la continuité, et que l'individu est stupide, mais que l'espèce est sage. Telle est la leçon du conservatisme burkéen. Ce n'est pas une idéologie d'immobilisme, c'est une idéologie de gratitude. Gratitude pour ce qui fonctionne, gratitude pour la paix et gratitude pour les institutions qui nous protègent du chaos. Au final, Edmund Burke ne nous offre pas un plan pour l'utopie. Il nous offre quelque chose de plus précieux. Un miroir pour voir nos propres limitations et une boussole pour naviguer dans les tempêtes de l'histoire. Sa voix résonne à travers les siècles, nous avertissant de l'arrogance et nous rappelant la valeur du sacré. En des temps bruyants, son silence réfléchi est plus nécessaire que jamais. Peut-être ne sommes-nous pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Sa défense de l'aristocratie peut nous sembler étrangère, mais sa défense de la prudence et de la complexité est universelle. Il nous met au défi de ne pas être de simples mouches d'un été qui vivent et meurent sans laisser de traces. Il nous met au défi d'être des maillons dignes dans la grande chaîne de l'être. Ainsi se referme ce chapitre sur Edmund Burke, le prophète qui a vu la terreur derrière les promesses de liberté absolue, l'homme qui aimait tant la liberté qu'il a voulu la protéger de ses propres excès. J'espère que ce parcours vous aura donné de nouveaux outils pour regarder le monde politique. Non pas pour choisir un camp, mais pour comprendre la profondeur des enjeux. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie et que vous souhaitez continuer à explorer les grandes idées qui ont façonné notre monde, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Burke a-t-il raison de dire que le changement brutal est dangereux? Ou la révolution totale est-elle parfois nécessaire? Je vous lis.
Je suis votre hôte dans ce voyage de la connaissance. Rappelez-vous que l'histoire n'est pas seulement le passé, c'est la carte du présent. À la prochaine, esprit curieux. Continuons à cultiver le jardin, continuons à penser. Au revoir. Ah, et une dernière réflexion. Rappelez-vous que pour Burke, l'opposé de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence envers notre héritage. Prenez soin de vos racines, car sans elles, le moindre vent nous fait tomber. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous démêlerons un autre mystère de la philosophie.